Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours sur un niveau important. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et bien évidemment, un petit commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo assez courte, vu que c'est le week-end. On va juste faire un petit point sur la situation et voir aussi un point de vue long terme par rapport à une moyenne mobile. Voilà, donc sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. Donc plutôt mitigé, plus de rouge que de vert quand même. Mais grosso modo, c'est plutôt on consolide, hein. On a du -2, -3 globalement pour les cryptos qui sont en rouge, du +2, +3 pour celles qui sont en verte. Il n'y a que 2 cryptos globalement qui se démarquent un peu des autres, c'est XRP avec un joli +9% et à l'opposé OMI avec un -11%. Donc le Bitcoin en 4 heures, on va le prendre en 4 heures, hop, on dézoome un peu pour que vous ayez un point de vue global de la situation. Grosso modo, vous savez que pour l'instant, tant qu'on casse pas ces niveaux-là, on est dans le scénario le plus probable. Donc on prend le scénario bullish, bien entendu, d'être dans une vague 1, 2, 3. Là, on est en train de faire une 4 en ABC. Et du coup, ensuite, il faudrait s'attendre à une vague 5. Donc ça, bien entendu, c'est pour le scénario bullish et qui est valable tant qu'on casse pas ces niveaux-là. Donc on est sur le Fibo 0,65 par rapport à ce mouvement-là, puisqu'on est censé, si on est dans une vague 4, corriger ce mouvement-là. La vague 1 s'est corrigée avec une correction faible, donc en général, on a une correction forte pour la vague 4. C'est pour ça que les targets principales étaient les 0,5, 0,618. On est pile sur les 0,618. On est également sur cette petite trendline. On est également sur le niveau psychologique des 40 000 dollars, qui est également un gros niveau de support et résistance, comme vous pouvez le voir par le passé. Et on est également au niveau du gap CME de la semaine dernière qu'on a du coup comblé. Voilà, donc théoriquement, on a tout ce qu'il faut pour avoir au moins un joli rebond. Donc, c'est pas parce qu'on a toutes les conditions réunies pour avoir un joli rebond, bien entendu, qu'on est forcément obligé de rebondir. Sur du 4 heures à court terme, on a quoi? On a une sorte de falling wedge, théoriquement, c'est une figure haussière. Mais bien entendu, tant qu'on ne l'a pas cassé à la hausse, alors vous voyez, il y a une petite heure, on a essayé de faire un petit fake out, là on a une petite mèche, mais finalement on a été rejeté. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas cassé à la hausse, il n'y a pas de signal haussier et il n'y a pas d'entrée à faire. Là on n'entre pas sous une résistance, bien entendu. On a également des divergences qui se mettent en place. Vous voyez que là on fait des plus bas et là qu'on fait des plus hauts. On les voit mieux, bien entendu, si on passe en 1 heure. Hop, vous voyez, un plus bas, un plus bas. Alors, pour bien voir les divergences, vous vous mettez hop, comme ça, et vous voyez bien qu'on fait là, on fait un plus bas, et là, on fait encore un plus bas. Sur le RSI, on fait un plus haut, un plus haut. Donc, double divergence haussière 1 heure, divergence qui se voit aussi en 4 heures, bien entendu. Donc, théoriquement, c'est plutôt bullish, c'est pour ça qu'on s'attend probablement à un rebond. Bien entendu, il faudra d'abord casser ce niveau, comme je vous ai dit. Pour valider la cassure de ce niveau d'un point de vue indicateur, on peut céder par exemple du MACD et du stock RSI, donc j'ai bien dit en 4 heures. Voilà, donc on est sur le point également d'avoir des confirmations. Donc je vous rappelle, croisement, premier signal, mais c'est pas une confirmation. Première confirmation, il faut repasser au-dessus de la zone de survente. Et sur le MACD, bien entendu, on veut croiser à la hausse et avoir des bougies vertes. Hop, vous voyez que pour l'instant, c'est pas fait. Donc bien entendu, si on devait casser ce niveau, on aura sûrement dans la foulée également les confirmations sur le MACD. Et le stock RSI, bien entendu, c'est du 4 heures. Ça ne nous annonce pas un to the moon, ça nous annoncera un potentiel rebond pour aller chercher à minima, je pense, un retest de ce niveau-là, voire un retest de cette moyenne mobile, la 38.2, et également de la trendline, la grosse trendline baissière. Voilà. Ça, bien entendu, si c'est juste un rebond. Après, on peut casser plus haut et aller chercher des targets plus hautes, surtout si le scénario est bon et qu'on est bien dans une vague 4 et qu'on aura droit à une vague 5. Donc la vague 5, les targets, alors on va même pas faire les targets par rapport à un point de vue, je vous les ferai si vous voulez un autre jour, quand on verra, si on recasse ces niveaux-là, je vous donnerai les targets exacts de la vague 5 par rapport tout simplement au retracement Fibonacci. Mais pour l'instant, d'un point de vue juste graphique, vous savez qu'on a une très grosse zone très très importante autour des 50-51 000. Donc c'est la première target potentielle de la vague 5. C'est là où on pourra avoir du rejet. Et sinon, bien entendu,
le bas de la zone de rechargement de short autour des 55 500 $. Voilà. Donc on est prudent parce que on est sur un bon niveau de support, mais du coup, qui dit gros niveau de support dit que si on casse, malheureusement, il faudra s'attendre à une continuité de la baisse. Surtout qu'il n'y a pas juste la moyenne mobile, la trendline et le gros niveau des 40 000 $. Il y a également, par exemple, on va pas tout voir, mais on va aller juste regarder Ichimoku en daily. Vous voyez que là, alors on a déjà cassé la Tenkan depuis un moment, et là on est en train de casser la Kijun. Alors c'est pas confirmé, la journée n'est pas finie, on pourrait très bien remonter rapidement. On est également sur le bas du nuage, donc si on devait casser le niveau des 39 500 $, eh bien on casserait le gros support bien entendu, mais on passerait, du coup on confirmerait également une clôture sous la Kijun et sous le nuage. Du coup on redeviendrait baissé sur Ichimoku en daily tout simplement. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut voir si on est bullish. Donc c'est pour ça que si on devait avoir les clôtures sous les 40 000 $, je m'attends à une continuité de la baisse. Surtout que, alors à l'opposé, bien entendu, si on casse ce niveau-là, donc les 42 000, on sera totalement bullish sur Ichimoku parce qu'on sera au-dessus de la Kijun, de la Tenkan et du nuage. Il faut regarder aussi notamment par rapport aux moyennes mobiles. Voilà, vous voyez qu'on est repassé déjà bearish sur les moyennes mobiles. Hein. On est repassé en dessous la moyenne mobile 50 et la EMA 21. Donc ce serait bien d'avoir très rapidement un rebond pour repasser au-dessus et aller chercher les deux moyennes mobiles là, notamment la moyenne mobile 200 aux alentours des 49 600 $. Voilà. Et voilà, si du coup on devait clôturer, comme je vous ai dit, en dessous les 40 000 $, on confirmerait vraiment la casse sur ces moyennes mobiles et on repasserait bearish d'un point de vue graphique, d'un point de vue Ichimoku et d'un point de vue des moyennes mobiles. Le ruban, c'est pareil. Hein. Le ruban, c'est la même chose. Vous voyez, on est repassé en dessous du ruban. Donc il faudrait très rapidement repasser au-dessus. Sinon, on va sûrement se diriger premièrement, potentiellement vers un double bottom, voire aller faire des nouveaux plus bas. Bref, ça c'était le court terme. Maintenant, quelque chose que je voulais vous montrer. Alors ça, je l'ai pris du coup. Je la regarde pas souvent cette moyenne mobile, mais vu qu'il y a... comment il s'appelle l'anglais là... je me souviens plus de son nom. Avec CryptoCrew. Voilà, qui l'a montré hier. Voilà, je me suis dit, hop, je vais vous la montrer également. C'est la moyenne mobile, tout simplement 200 en 2 jours. Voilà, alors elle correspond bien entendu à la moyenne mobile 400 en daily. C'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on peut voir, il y a plusieurs choses à voir. C'est que déjà, dès qu'on est en dessous, vous voyez, ici, 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 et donc du coup ici, eh bien c'est les meilleures périodes pour accumuler du Bitcoin. Si vous accumulez toute cette période, eh bien vous voyez ensuite, vous êtes grandement gagnant. Vous accumulez ici, hein, même si vous accumulez des concasses hein, et vous accumulez tout du long, eh bien vous avez un très bon prix pour du long terme. Pareil ici, vous accumulez toute cette période, vous avez un bon prix, vous accumulez ici, voilà, etc., etc. Donc, première chose que ça nous dit, c'est que, vu qu'on est en dessous, on est dans une très bonne zone pour accumuler du Bitcoin sur du moyen long terme. Voilà, et qu'on n'est surtout pas à moyen long terme, bien entendu, je parle aux investisseurs, dans des zones de vente. Hein. Si vous vendez là, c'est sûrement la plus mauvaise idée que vous pouvez avoir. Pareil si vous avez vendu ici, pareil si vous avez vendu ici, et pareil si vous avez vendu ici. Donc on est dans une zone d'achat moyen long terme. Voilà, bien entendu, pour le court terme, les traders, il y a des shorts à prendre, mais pour du moyen long terme, pour de l'investissement, on n'est surtout pas dans une zone de vente. Alors, vous allez me dire peut-être que, si vous regardez bien le graphique, qu'à chaque fois qu'on a cassé cette ligne, on a quand même eu une jolie chute derrière. Donc par exemple là, on a eu 60%, là on a eu 52%, et là on a eu environ 50%. Grosso modo, on a quasiment 50, voire un peu plus à chaque fois. Donc vous allez me dire, est-ce que du coup, ce serait pas une bonne idée, justement, de revendre un petit peu pour, si on fait comme par le passé, pour se protéger des 50% qui pourraient arriver, pour pouvoir acheter plus bas. En théorie, oui, mais en pratique, non. Parce que c'est pas parce qu'on a eu des 50% à chaque fois que cette fois-ci, on aura également 50%. Il suffit qu'on ait seulement, je sais pas, cette fois-ci 30%. Vous voyez, hop, à partir de la cassure, 30%, bah, ça nous emmène juste en dessous du dernier plus bas.
Donc voilà, on irait là. Vous rachèterez pas parce qu'on a fait que 30%, voilà, un double bottom. Et vous attendrez bien entendu, je sais pas, une cinquantaine de pourcentages, donc aux alentours des 20-25 000 $, et on n'y va pas, et du coup, vous aurez revendu vos bitcoins et vous les aurez pas rachetés. Donc c'est pas une très bonne idée. Voilà, pour du moyen long terme, du moins. Comme je vous ai dit, on est plutôt dans des zones où on cherche des achats, donc vous achetez un petit peu chaque semaine, un petit peu chaque mois. Quoique moi, sur les cryptos, comme je vous ai déjà dit souvent, chaque mois, je suis pas trop chaud parce que en un mois, il peut se passer énormément de trucs, hein. En un mois, le Bitcoin, il peut prendre 50-60%. Donc, si vous achetez chaque mois, pas forcément, vous voyez, vous avez acheté là, par exemple, et vous achetez le mois d'après ici, par exemple, vous avez loupé tous ces niveaux. Donc, moi, je préfère acheter, si je dois faire du DCA pour l'investissement, je préfère acheter chaque semaine ou au pire toutes les 2 semaines pour bien accumuler sur les zones de bottom. Bref, donc, pour ceux qui font des DCA, on est dans une bonne zone. Cette moyenne mobile nous dit qu'on est dans une bonne zone pour un DCA, pour commencer un DCA, et ce, bien entendu, jusqu'à quand qu'on en ressorte, voire même continuer un petit peu après. Deuxième chose que nous indique cette moyenne mobile, c'est que, eh bien, on risque, si on reproduit les mêmes choses que par le passé, de descendre encore un peu, parce qu'à chaque fois, on a fait environ 50%, là, on n'a fait que 30%. Mais encore une fois, logiquement, le Bitcoin, il est censé perdre de la volatilité sur le temps, donc 30%, ça me paraît déjà pas mal par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, pour ceux qui sont pas fans du DCA et préfèrent acheter sur confirmation haussière, ça nous donne pas un niveau de sortie excellent parce qu'en général, on a déjà fait, vous voyez, la moitié de la chute. Hein, on a fait la moitié de la chute, on a la deuxième partie, on a déjà fait la moitié de la chute, on a déjà l'autre partie, etc. Donc là, pareil ici, on a déjà fait la moitié de la chute. Peut-être qu'il nous reste encore une moitié à faire, mais globalement, voilà, on a eu tout ça de perte. Donc ça ne nous donne pas un moment de sortie idéal. Par contre, ça nous donne un moment d'entrée idéal. Vous voyez, si vous entrez ici à la cassure, quand on recasse à la hausse, vous voyez que eh bien, c'est quand même un point d'entrée exceptionnel. Hein. Alors les pourcentages, voilà, bon, 18 000%, parce que c'était avant, c'est très volatile. Vous entrez ici également, hein. Eh bien, vous profitez de tout le bull run, hein. Vous rachetez à 280, vous pouvez monter jusqu'à 20 000 $. Ici, hop, même dans le mini bull run, on a quand même eu, vous aurez quand même pu faire un petit 139%. Ici, à la cassure, pareil, hein, c'était le dernier signal qu'on a eu de cassure, bien entendu. Donc aux 8 500 $, et on est monté au plus haut jusqu'à 69 000 $, excusez-moi. Donc vous voyez que les points d'entrée sont vraiment très pertinents. Hein. En plus, il n'y a quasiment aucun fake out. Le seul petit fake out qu'on a eu, vous voyez, c'est ici. Voilà, mais mis à part ça, les points d'entrée sont pertinents. Les pullbacks sont pertinents également. Hein. Une fois qu'on sera passé, si vous voulez faire des petits rachats sur un pullback, vous voyez que les pullbacks sont très pertinents. Le pullback ici, il est, alors même qu'on est en descente, il est quand même pertinent. Parce que même si on était toujours en tendance baissière, ça fait quand même un rebond de 50%. Ici, le pullback, bon, bah, magnifique ici. Et même là, encore une fois, le dernier qu'on a eu, c'est cet été. Vous voyez, on a touché, et là, je peux vous zoomer, hein. Vous voyez, on est parti toucher parfaitement cette moyenne mobile. Hein. Donc, point d'entrée parfait sur le pullback. Et ensuite, ça nous a donné, encore une fois, un très joli rebond de 134%. Voilà, donc ceux qui font des DCA, on n'hésite pas à faire du DCA dans cette période. Hein, et puis bien entendu, si on va plus bas, hein, si on devait vraiment aller faire les 50%, aller vers les 20-25 000 $, bah, on continue tout simplement le DCA un peu chaque semaine, toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que, eh bien, on en ressorte. Et quand on en ressort, si vous n'avez pas fini vos DCA, bah, vous continuez un petit peu dans le début de la montée, tout simplement. Voilà, pour ceux qui cherchent un point d'entrée pertinent, bien que ce n'est pas privilégié de tout mettre d'un coup, eh bien tout simplement vous attendez, ou vous préférez commencer votre DCA sur confirmation, eh bien vous attendez tout simplement qu'on recasse à la hausse, voilà, comme à chaque fois. Et du coup, il faudra s'attendre à une tendance haussière long terme. Bien entendu, bah, si on fait un petit fake out, par exemple comme celui-ci, bah, c'est pas grave, hein. Vous entrez ici, vous ressortez là, hein, vous n'avez quasiment pas de perte,
et vous protéger de la chute. Et si vraiment on devait après repasser, bah, vous retenterez le coup la prochaine fois. Voilà, donc c'est quand même du 2 jours, c'est une grosse moyenne mobile, donc il y a rarement des fake out, mais ça peut arriver, hein. Mais faut pas vous bloquer quand il y a un fake out, vous êtes rentré, vous ressortez, soit sans perte, soit avec une légère perte, et vous protégez au cas où on devait aller beaucoup plus bas. Parce que vous voyez, en général, quand on fait un fake out, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en général, c'est très bearish. Voilà, sur ce sera tout pour aujourd'hui pour le Bitcoin. Je vais enchaîner sûrement l'enregistrement de la deuxième vidéo pour les 2 altcoins que je devais déjà faire hier. N'hésitez pas en commentaire à me demander vos altcoins préférés, je me ferai un plaisir de vous les analyser. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Tchuss.